À la une ce soir, Laura Flessel a achevé sa visite chez nous aujourd'hui. La ministre des Sports a pu rencontrer en 24 heures différents acteurs du milieu sportif local. Elle est repartie cet après-midi à destination de l'Hexagone. À Paris, justement, nos députés ont fait leur grande rentrée aujourd'hui. Ils ont participé à l'élection de François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale. Leurs premières impressions sont à découvrir dans cette édition. Et puis, Moncho Hachi a été récompensé aujourd'hui dans le cadre de la 31e édition du Conseil international des études francophone, une manifestation qui se tient en ce moment au campus de Schellcher. Notre invité politique de ce mardi soir, vous le voyez, est Daniel Robin, le porte-parole de La République en marche en Martinique, fera le point sur sa nouvelle organisation politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, deuxième et dernier jour de visite de Laura Flessel chez nous. La ministre des Sports a rencontré les acteurs du milieu sportif local et a visité entre autres le complexe sportif de la Cour Fouillapin au Terre-Saint-Ville. Alizé Lutran et Michelet François l'ont suivi ce matin dans ce lieu symbolique pour les riverains. Voyez ce reportage. C'est au rythme des tambours que la ministre a foulé le bitume de cette aire de jeu de quartier, là où de nombreux champions ont débuté. Laura Flessel se veut femme de terrain et entend mener une politique en ce sens. La meilleure façon pour les associations présentes d'interpeller l'ancienne athlète de haut niveau. L'argent, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on a besoin encore beaucoup d'outillage, de matériel sportif et puis des salles. La Martinique, on n'a pas assez de salles pour pratiquer nos activités. La Guadeloupéenne connaît bien ces difficultés inhérentes à nos territoires ultramarins. Société à deux vitesses, d'un côté vivier de champions et de l'autre des populations qui se sédentarisent. Problèmes d'obésité et de maladies cardiovasculaires plus fréquentes que dans l'Hexagone. Manque d'infrastructures sportives souvent mal entretenues. Chevaux de bataille de la mandature de la nouvelle ministre. Aujourd'hui, c'est travailler en unité pour développer plus d'infrastructures, mais pour accompagner, il nous faut de l'encadrement, donc valoriser l'accompagnement, utiliser la jeunesse aussi pour les préparer à intégrer des nouveaux métiers de l'animation et du sport. Aujourd'hui, on a besoin en fait de ce développement pour les plus jeunes, mais aussi pour les seniors. On a une population vieillissante et c'est aussi la raison pour laquelle on était là. La nouvelle ministre des Sports reprend ainsi les rênes du plan Caner de développement des équipements sportifs en Outre-mer. Budget total, 80 millions d'euros. Une enveloppe conservée dans son intégralité par le nouveau gouvernement. On a quand même aujourd'hui 80% de l'enveloppe qui a été utilisée et on ne va pas tarder par rapport au deuxième versement. On a en fait un plan d'aménagement sur 4 ans, à raison de 10 millions par an. Le sport partout et pour tous, un credo que les élus locaux tentent de mettre en place. Nous avons tout un programme de sport santé. On a fait visiter, n'est-ce pas, des équipements, un projet que nous avons en partenariat avec l'Éducation nationale, en partenariat avec l'ARS, en partenariat avec des associations de quartier, pour véritablement imprégner les jeunes depuis la maternelle à la pratique sportive. La ministre des Sports a ensuite rencontré le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. Laura Flessel a achevé son tour de piste au complexe sportif de Rivière-Pilote et à la piscine communautaire du Lamentin, avant de s'envoler pour l'Hexagone. Et pendant ce temps, nos députés faisaient leur grande rentrée parlementaire. Ils ont élu le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a remporté haut la main le prestigieux siège du Perchoir avec 353 voix sur les 577 députés. Nous avons recueilli les impressions des élus des Antilles et de la Guyane. C'est un reportage de Solène Boissé. Après 1 heure de vote, c'est un standing ovation pour le 13e président de l'Assemblée nationale sous la 5e République, François de Rugy. Un choix couru d'avance par la grande majorité de députés La République en marche, mais pas que. Certains appartenant à une autre famille politique ont décidé de lui accorder une chance. Je l'ai soutenu. Je considère que c'est un homme très ouvert qui veut travailler avec l'ensemble de la représentation nationale en ayant une pensée particulière pour les Outre-mer.
que je représente ici, que nous représentons ici. Il y a ceux qui le soutiennent et il y a ceux qui saluent l'homme derrière la performance, mais restent quelque peu sur leur faim. Car dans la course aux favoris, 4 personnes étaient pressenties ce matin avant le vote au sein de La République En Marche. 4 prétendants, dont 2 femmes. Il m'inspire que de la confiance, sauf que personnellement, j'aurais préféré que ce soit une femme. Je crois que M. Macron, le président, a donné un signal fort dans cette volonté de réformer la manière de faire de la politique sur le territoire national. Et je pense que si on avait une femme présidente de l'Assemblée nationale, ça aurait été une première et ça aurait été une très bonne chose pour l'Assemblée. Une opinion partagée par l'élu guadeloupéen qui n'a pas donné sa voix à François de Rugy. Et même s'il a décidé de voter la confiance au gouvernement mardi prochain, il reste en désaccord politique avec le nouveau président de l'Assemblée. Je suis un peu déçu quand même parce que nous avons perdu l'occasion de faire en sorte qu'une femme soit au perchoir. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de pondéré, dont le programme et dont le projet ne me convenait pas tout à fait parce que je le trouvais, moi je suis de gauche, je le trouvais peut-être un peu trop centre-droit. La prochaine session parlementaire aura lieu ce mercredi pour élire les 22 membres du bureau, organisme qui validera ou non les différents groupes parlementaires. Il avait pris congé du PPM pour soutenir le candidat Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est porte-parole de La République En Marche en Martinique. C'est notre invité politique du mardi soir, Daniel Robin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre invitation. Alors, on a un peu de mal à s'y retrouver. Éric Copette n'est plus référent du mouvement En Marche en Martinique. On ne sait plus vraiment qui fait partie du mouvement. Mathieu Gama qui s'est rebellé aux dernières législatives. Chantal Maignan, quant à elle, a annoncé s'investir dans La République En Marche. Alors, au final, qui fait quoi dans cette organisation? Vous savez, un mouvement est vivant et le mouvement En Marche est vivant. Donc il y a eu un certain nombre effectivement d'événements qui ont ponctué donc, les derniers mois. Je crois que ce qui est important, plutôt que de revenir sur le passé, qui a effectivement été porteur de confusion, c'est de regarder effectivement dans ce que nous allons faire demain, parce que ce que nous souhaitons, c'est d'abord rappeler un message, celui du président de la République. Oui, mais le présent, là, aujourd'hui, c'est qui fait quoi, on se demande. J'y viens, justement. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour vilipender, on est là pour construire. Donc, il s'est passé un certain nombre de choses dans le passé. Il y a des personnes qui avaient été positionnées, qui ont été effectivement remerciées, et aujourd'hui, il s'agit de construire ce que sera ce parti. Donc, aujourd'hui, il y a une réalité. Voilà, je suis devant vous, vous m'avez contacté, je suis le porte-parole de La République En Marche, et nous allons essayer donc de faire en sorte qu'il y ait justement une rupture avec le passé. Parce que ce qui s'est passé ces derniers temps nous a quand même beaucoup rappelé ce dont nous ne voulons plus. Alors, que devient Chantal Maignan? Quelle place elle occupe au sein du mouvement? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'organigramme. C'est-à-dire que le parti La République En Marche n'est pas structuré. Il y a toujours cette réalité de mouvement qui a changé de présidente, puisque le président Macron donc, a quitté la présidence du parti. Madame Barbaroux, aujourd'hui, en assume la présidence. Et justement, ce qui se passe, c'est que les marcheurs de la Martinique sont mobilisés, sollicités par atelier pour justement exprimer ce qu'ils souhaitent faire, la façon dont ils souhaitent structurer le mouvement, la façon dont ils souhaitent l'organiser, quel sera leur rôle, comment ils vont s'organiser, les thématiques sur lesquelles ils veulent travailler. C'est cette étape de construction, de consultation, de façon à ce qu'il y ait justement un mouvement qui réponde aux aspirations de la base. Alors, on a l'impression que cette organisation séduit beaucoup ceux qui se positionnent en tant que candidats, par contre, pas trop les électeurs, en tout cas en Martinique. Comment expliquez-vous cela? Je pense que là aussi, il faut donner un petit peu de temps. La Martinique a toujours cet effet retard par rapport à ce qui se passe en France notamment. Et qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est vrai que ces derniers mois, ce à quoi nous avons assisté n'a pas nécessairement donné envie. Ceci dit, il y a quand même des résultats qui sont extrêmement prometteurs, qu'il s'agisse de Max Orville, Chantal Maignan ou même Justin Pamphile dans le Nord. Ils ont tous été présent sur le terrain. Et quand on regarde le résultat de Justin Pamphile, il est remarquable. Donc pour quelqu'un qui, certes... Mais il n'était pas là en tant qu'En Marche, il était soutenu par EPMN. Présenté par EPMN et soutenu par En Marche. Il n'a pas été investi par En Marche. D'accord. Voilà, pour être précis. Donc par contre, il a un parcours qui est cohérent. Il a donné son parrainage à Emmanuel Macron, il a soutenu la campagne présidentielle et il s'était engagé, lui, contrairement à d'autres, à siéger au sein de la majorité présidentielle. Parce que ce que l'on constate aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui avaient appelé à soit faire barrage au Front National, soit à voter Emmanuel Macron, finalement, ne siègent pas dans la majorité présidentielle. Alors, quelles sont les ambitions aujourd'hui politiques de l'organisation En Marche en Martinique ?
Je pense que l'ambition première d'un mouvement, c'est quand même d'être, je dirais, dans l'ADN de ce qu'il a créé. Et aujourd'hui, c'est une forme de rupture. Parce que nous ne pouvons plus considérer que la réalité de ce à quoi nous assistons, qu'il s'agisse de la droite, de la gauche, des indépendantistes, des progressistes, la réalité, c'est que la Martinique est en souffrance. Et qu'il nous faut aujourd'hui construire quelque chose qui permette d'être une espérance pour le peuple martiniquais. Alors pour se démarquer, il faudrait également se démarquer du PPM, dont vous faisiez partie il n'y a pas si longtemps. Alors comment vous positionnez? Vous savez, là aussi, enfin, c'est une rupture ou c'est très simple. On en est où d'ailleurs avec le PPM? Je suis en congé du Parti progressiste martiniquais. Je ne peux pas m'exprimer au nom d'En Marche tout en étant actif au sein du PPM. Donc je me suis mis en congé du parti. Et il y aura effectivement, et c'est ce que je vais faire dans les jours à venir, il y aura un choix à faire. Et ce choix, il y aura peut-être des oppositions à faire face au PPM aussi, non? D'une réflexion. Vous savez, il faut arrêter de construire et de concevoir la vie politique dans une logique d'opposition. Ce qui est important, c'est l'intérêt général de la Martinique, des Martiniquaises et des Martiniquais. Et je pense qu'il faut sortir de cette espèce de joute permanente, ce combat de coq, parce que qu'est-ce qui compte finalement? Quelle réponse concrète apportons-nous aux souffrances du pays? Et c'est ça l'enjeu de la politique. Ce n'est pas de promouvoir tel ou tel candidat, d'être contre celui-ci ou de coubarrer celui-là. C'est au contraire de sortir de cela et d'avancer. Alors, sans utiliser le terme « contre », disons que pour se positionner dans le paysage politique local, il faudra peut-être pour les prochaines élections avoir des candidats face, si vous n'aimez pas le terme « contre », face à un candidat du PPM. Mais ça a déjà été le cas. Mais là, en tant que porte-parole, vous, quelle sera votre position? Quel est votre rapport avec Serge Letchimy, par exemple, aujourd'hui? Mes rapports avec Serge Letchimy sont très bons. Vous savez, j'ai été très clair. Non seulement je me suis exprimé au sein du parti, j'ai écrit pour être sûr que ma position soit traçable. Donc aujourd'hui, j'ai des rapports très amicaux avec Serge Letchimy. L'enjeu, c'est quoi? C'est quel projet avons-nous réellement envie de porter? Parce que, après tout, on n'est pas, encore une fois, à s'opposer sur des questions d'hommes, ce que je déclare souvent. Il faut arrêter de faire de la politique par rapport à des hommes. Il faut faire de la politique par rapport à une vision, par rapport à un projet, par rapport à des valeurs, par rapport à quelque chose qui relève aujourd'hui de ce qui est une réponse qui n'est pas satisfaisante. J'étais encore dans l'hémicycle de l'Assemblée hier. Par rapport au vote du compte administratif de la collectivité, c'est pas normal qu'on passe 7 heures et 8 heures à débattre entre nous de quoi? Est-ce que les chiffres sont bons ou pas bons? Et pendant ce temps-là, la Martinique souffre, les Martiniquais sont dans l'attente. Il nous faut être audacieux, il nous faut être ambitieux et surtout être dans une démarche de rupture. C'est ça le message. Alors, dernière question, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter à la mairie de Rivière-Salée, par exemple? Écoutez, je ne me suis pas présenté en 2014, donc je n'ai pas... Non, mais peut-être qu'en tant que porte-parole d'En Marche, on peut avoir d'autres... Mais non, mais c'est justement cela. On ne fait pas de la politique uniquement parce qu'on a des ambitions sur des fonctions. Donc pour l'instant, il y a un groupe qui va travailler, qui va réfléchir et qui partagera cette vision, ce projet. Et si demain, il s'agit de se présenter, je ne sais pas, une fonction élective quelle qu'elle soit, j'assumerai cela. Mais je ne vais pas me présenter devant cette organisation en disant « c'est moi qui suis là, je veux me positionner ». Ça ne correspond pas à ma façon de faire de la politique. Je crois qu'il faut arrêter justement d'être en permanence dans cette quête à la fonction. Il ne s'agit pas de ça, il faut être au service du peuple. Voilà. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous l'avez certainement reconstaté, la qualité de l'air était mauvaise aujourd'hui. Un indice de 9 sur une échelle de 10. La brume de sable devrait se maintenir, même si les prévisions météo se confirment. Il y aurait une légère diminution des concentrations en particules fines. On annonce pour demain un indice de 8 sur 10, c'est-à-dire toujours une mauvaise qualité de l'air. Notez également que l'enquête Madininaire sur la qualité de l'air en Martinique continue jusqu'au 23 juillet prochain. Vous êtes tous invités à répondre au questionnaire en ligne sur le site www.madininaire.fr afin de permettre à l'association de connaître votre perception des épisodes de pollution que nous connaissons ces derniers temps. Parlons maintenant de la 31e édition du Conseil international des études francophones qui se déroule en ce moment au campus de Schellcher. Professeurs, universitaires, écrivains venus du monde entier et amoureux de la francophonie se réunissent pour présenter leurs travaux. C'est un reportage de Louis Sabas. Le prix du CIEF remis à un Monchoachi ému.
Une distinction de plus pour le poète, écrivain et essayiste martiniquais de 71 ans qui, pour l'occasion, fait le point et partage les réflexions qui nourrissent sa poésie. C'est une réflexion qui tente de saisir exactement ce qui est en train de disjoindre le monde à l'heure actuelle. On avait un monde où les choses étaient relativement proches, les gens, et le monde était relativement proche. Maintenant, il y a une séparation qui se fait entre les gens et le monde. Le monde est regardé comme un spectacle. Et donc, j'essaie de comprendre et comment ça s'est brisé. Face à lui, des chercheurs, enseignants ou écrivains francophones représentant 40 nations. Présents à l'occasion du CIUF, le Conseil international des études francophones, ils présenteront pendant une semaine à l'Université des Antilles leurs travaux. En relation avec le thème de cette année, l'île et son autre, la francophonie en relation. Un hommage à Édouard Glissant, mais plus largement à la littérature martiniquaise et régionale. Une culture, un passé qui trouve écho jusqu'en Corée ou au Japon. J'ai fait ma thèse consacrée au poète Saint-John Perse en France. Saint-John Perse est un Béquet. Il magnifie en quelque sorte la période colonialiste. Ça ne me plaisait pas. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux écrivains qui ont travaillé pour la décolonisation. Par exemple, Aimé Césaire, Édouard Glissant et Patrice Chamoiseau. André Breton a rencontré à Martinique pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Aimé Césaire. Donc, pour suivre la trace d'André Breton, je suis venue ici pour présenter la rencontre de deux hommes écrivains. Car c'est bien là l'un des objectifs majeurs du CIUF, tisser les liens entre ces francophones et leur permettre de rencontrer les auteurs en rapport avec le lieu où se tiennent les congrès annuels. En 2013, à l'île Maurice, par exemple, nous avons eu des gens venant de 42 pays différents et qui sont tous intéressés par certains aspects de la francophonie ou des francophonies, plutôt littéraires, mais aussi la relation entre les images et les mots, le cinéma, l'histoire, la philosophie du langage, etc. Ce sont près de 300 personnes qui participent au congrès. Cela à travers des projections de documentaires, débats ou présentations, des rencontres culturelles qui se tiennent jusqu'au 2 juillet prochain au campus de Schellcher. En bref, Hervé Pinto doit quitter le bureau du directeur de la Poste. C'est la décision rendue aujourd'hui par le tribunal de grande instance suite au référé déposé par la direction de la Poste. Il devra s'acquitter de 100 € par jour d'occupation s'il ne quitte pas les lieux immédiatement. Son avocat a annoncé faire appel de la décision. Pour rappel, cela fait 2 semaines qu'il est en grève de la faim dans le bureau de son directeur pour contester d'une décision de le faire travailler avec des supérieurs hiérarchiques avec lesquels il était aux prises dans une bataille judiciaire. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des missions des jurés. Comment sont-ils désignés? Dans quelles conditions peuvent-ils décider du sort d'un accusé? Nous ferons le point. Nous irons également en Guyane avec le maire de Saint-Laurent qui s'est positionné en faveur du projet de la Montagne d'Or à condition que les retombées économiques soient en faveur des Guyanais. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de l'inauguration d'un centre de vaccination gratuit en plein cœur de Fort-de-France. Comment sont désignés les jurés? Les tirages au sort de ceux qui devront juger en leur âme et conscience leurs concitoyens pour les sessions d'assises de 2018 ont déjà commencé. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Rury se sont penchés sur l'organisation du dispositif. Regardez. Comment les jurés d'assises sont-ils désignés? Réponse aujourd'hui lors d'un tirage au sort organisé par la mairie de Petit-Bourg sur arrêté préfectoral. Pour ce faire, 3 représentants, un de la commission électorale, le maire ou un adjoint et le dernier du tribunal de grande instance. Nous avons une procédure, c'est électronique. C'est à partir du logiciel élection. Avant c'était manuel, on prenait un numéro. Mais maintenant c'est électronique. Comme c'est paramétré, on a fait le tirage à partir d'un écran. 24 électeurs renouvelés 3 fois, soit 72 personnes sélectionnées par un logiciel à partir de la liste électorale selon un certain critère. À partir de 23 ans et jusqu'à 70 ans. Mais au-delà de 70 ans, nous paramétrons
à 99 ans. Donc les jurés qui ont plus de 70 ans et qui veulent siéger doivent faire une demande à la cour d'appel. Les petits bourgeois sélectionnés pour être jurés d'assises reçoivent une convocation émise par la cour d'appel. Ils ont jusqu'au 1er septembre pour adresser leur accord ou leur refus, tout en sachant que la dispense est accordée si vous avez plus de 70 ans et pour un motif grave. Direction la Guyane maintenant avec du nouveau dans le projet très controversé baptisé Montagne d'Or. Cela fait des années que des promoteurs entendent créer la plus grande mine d'or de Guyane dans la commune de Saint-Laurent. Un concept décrié par de nombreuses associations écologiques pour la plupart. Aujourd'hui, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni s'est positionné en faveur du projet, mais à condition que la population locale ait son mot à dire et surtout que les retombées économiques soient en faveur de la Guyane. Explication de Jonathan Larieux. Plus de 800 emplois directs et 3000 indirects, un plan social de développement ainsi qu'un institut de formation au métier des mines. Le projet du site de la Montagne d'Or porté par les sociétés Columbus Gold et Norgold ne cesse de faire débat. Depuis plusieurs mois, plusieurs acteurs de la défense de l'environnement se sont mobilisés contre la mise en place de cette mine industrielle en Guyane. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, première commune de Guyane concernée par cette industrie, s'est prononcé ce matin en conférence de presse. Cette exploitation aurifère doit être une espèce de moteur pour entraîner un développement beaucoup plus large. Et nous estimons que c'est à ce niveau-là que l'on doit évaluer l'opportunité du projet dans l'ouest de la Guyane. Personnellement, je suis pour, mais pour moi, le débat n'est pas terminé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux être contre aujourd'hui. Et si dans le débat, on s'aperçoit effectivement qu'en allant beaucoup plus loin, que ça va nous créer plus de tort, je ne pourrais pas être pour ça. Estimé à plus de 3 milliards de dollars pour une exploitation d'environ une dizaine d'années, le filon aurifère du site de la Montagne d'Or est aujourd'hui un sujet sensible. Face à l'effervescence, le doyen des maires de Guyane demande la mise en place d'un référendum afin de laisser la population guyanaise décider. Parce que pour l'instant, chacun campe sur sa position, on est contre, on est pour, et c'est cette discussion qui nous permettra justement de déterminer ce que j'appelle moi le niveau d'acceptation. Nous savons bien que partout où il y a un projet industriel, il y a toujours un impact au niveau de l'environnement. Effectivement, ça peut être un référendum. Maintenant, il faut savoir jusqu'à où on peut apprécier ou pas cet impact-là, et c'est là que tout doit se jouer, et c'est là justement que le débat paraît nécessaire. Et troisièmement, ce qui me paraît tout à fait aussi important, c'est que ce soit le Guyanais lui-même, parce que c'est dans son pays que ça se passe, qui ait la légitimité de pouvoir s'exprimer. La mise en place d'un référendum ou un tout autre moyen pour permettre à la population de donner son avis sur le projet Montagne d'Or n'est pour l'instant qu'une idée, mais le maire de Saint-Laurent compte appuyer cette demande auprès du gouvernement. De retour en Martinique avec la chorale Arpège qui a offert un beau spectacle au public hier soir au Tropic Atrium. Une centaine d'enfants sur scène accompagnés d'artistes locaux ont proposé un répertoire varié et entraînant. Voyez cette ambiance captée par Michelet François. C'est ça qui retient nous. Les nouvelles, aux amis, on fait un l'amour, rendre chibre la type tout. Ou attendre pour faire un jour.
après yo. C'est l'homme qui en dit tant, qu'a fait choter ni ambiance, ça l'a commencé à exploser. On m'a pété pas ni silence, tout le monde commence à crier. Mi débat, en l'eau, soit car. ATV toujours plus proche de vous via votre rencontre dans les quartiers. C'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec un nouveau centre de vaccination publique qui a été inauguré aujourd'hui. Il s'agit du fruit d'un partenariat entre la ville, l'ARS et la CTM. L'objectif est de protéger les personnes fragiles gratuitement. Hubert Bornil et Loïc Régis se sont rendus sur place. Regardez. C'est ici à Yokabaï Picu. C'est le nouveau centre de l'immeuble du port, le centre de vaccination. Ça rappelle un endroit où l'on vaccinait des populations à l'époque, le bassin de Radou. C'était juste là. Le 3e centre de vaccination publique à ouvrir ses portes en Martinique. Une réaction face à une couverture vaccinale encore insuffisante sur l'ensemble du territoire. C'était pour nous un défi de remettre en place ce centre de vaccination qui existait auparavant au bassin de Radou. Après, on l'a ramené à la rue Shelcher, mais c'est vrai que c'était pas tellement... les gens venaient, mais coup à coup. Un dispositif qui se veut complémentaire à l'offre de vaccination proposée par les professionnels de santé libéraux. L'ouverture de ce centre de vaccination participe à la politique de santé publique mise en œuvre par l'Agence régionale de santé et pour mener à bien des missions de prévention et d'amélioration de l'état de santé des plus défavorisés. La plateforme de coordination se compose de médecins, une infirmière, un informaticien et une assistante administrative. Ici, toute personne âgée de 6 ans et plus peut se faire vacciner gratuitement. La vaccination, ça reste très important de nos jours, bien entendu, pour éradiquer certaines maladies qui persistent, voire qui reviennent avec force, parce que justement, il y a eu un petit peu de négligence parfois sur la vaccination. On se fait vacciner en général quand on est petit, et puis après, au cours de la vie, on néglige ce genre de choses, et vous avez pu voir qu'il y a des maladies qui sont tenaces. Le projet a vu le jour à la faveur d'un partenariat renforcé entre la ville de Fort-de-France, l'ARS et la CTM. Nous avons pris une initiative nouvelle, CTM et ARS et municipalité de Fort-de-France, pour faire en sorte que nous nous mettions ensemble pour à la fois créer une plateforme, acheter des vaccins et conserver des vaccins. Donc c'est ensemble que nous faisons cela sur la base d'une convention qui a été signée. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Le centre est ouvert du lundi au mercredi de 7h15 à 9h. Évidemment, si vous tenez à votre santé, profitez de cette période des grandes vacances pour vous faire vacciner. D'autres centres comme celui-ci seront amenés à être ouverts sur le territoire. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Des travaux de mise en sécurité contre les chutes de blocs ont commencé sur la RN2 au quartier Jardin des Plantes à Saint-Pierre. La circulation piétonne et routière sera totalement interrompue par coupure de 20 minutes entre 8h30 et 16h et ce jusqu'au vendredi 30 juin. Un itinéraire bis a été mis en place. Les usagers de la RN2 en provenance du Morne-Rouge, de Saint-Pierre et du Prêcheur pourront emprunter la RD10 dite allée Pécoul. Information pour les parents d'élèves qui doivent inscrire leurs enfants au transport scolaire. La campagne d'inscription a déjà commencé et s'achèvera le 31 juillet prochain à la direction des transports au centre administratif d'Elgrès, route de la Pointe des Sables à Fort-de-France. Des coupures de courant sont à prévoir demain de 8h à 10h15 et de 13h30 à 14h45 dans la commune de Rivière-Pilote. Sont concernés les quartiers Croix-Gode, La Renée, Morne-Escarpe, Morne-Vent, Morancy, Valatte, Régal, Montplaisir, Beauregard, Rollin, Desmartinières, La Faveur, Baudel, Vieille-Terre et Chevalier. Des coupures de courant également au Lorrain de 8h30 à 12h30 au quartier Carabin, Morne-Étoile et puis dans la commune du Morne-Rouge de 9h à 13h au quartier Morne-Calbasse. Des coupures d'eau sont également à prévoir demain de 8h à 14h à Fort-de-France dans les quartiers Corridon, Lunettes, Bouillé, la rue des Avants et la route de Mout.
Dernière information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang. Demain, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec un Tchèque Pays. À tout de suite.